Apparemment, l'USS Gerald Ford est en train de couler, mais pas de la manière que l'on pourrait imaginer. Il coule en quelque sorte dans ses propres eaux usées. Il y a un sérieux obstacle dans la guerre contre l'Iran que les États-Unis, sous l'administration Trump, tentent de mener. Environ 4600 personnes se trouvent à bord depuis près d'un an, et pendant ce temps, d'énormes problèmes d'égout sont survenus, qui ne sont rapportés que maintenant. Il y a même eu des informations selon lesquelles ils bourraient des t-shirts dans les toilettes, et certaines rumeurs, peut-être d'une mutinerie passive, parmi les membres d'équipage qui ne veulent tout simplement plus être en mer. Ils étaient dans les Caraïbes, puis ont dû voyager jusqu'au Moyen-Orient. Je crois qu'ils ont récemment accosté en Crète, juste pour faire une pause et avoir des toilettes qui fonctionnent. Il y a donc une grande frustration à ce sujet. Cette guerre poussée par l'administration Trump, le Pentagone avertit que ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, des milliers de marins sur ce porte-avions nagent littéralement dans leurs propres excréments. La métaphore disant que quelqu'un est plein de merde, eh bien dans ce cas, ils le sont vraiment, ou du moins ils s'en remplissent à bord du navire. Vous savez, paraît-il qu'ils font la queue pendant 45 minutes juste pour pouvoir se soulager. Oui, à leur place, je serais un peu grognon. Et ensuite, on s'attend à ce qu'ils opèrent dans des conditions de combat tout en supportant ce genre d'inconfort physique. Écoutez, ce déploiement, ce vaste déploiement de moyens aériens de combat, s'accompagne de ce que j'appellerais un déploiement dérisoire de moyens navals. Et ne nous voilons pas la face. Lorsque nous avons mené l'opération Rough Rider, il y a un an, en mars, au Yémen et en mer Rouge, nous avions 2 porte-avions sur place avec 5 autres navires de soutien. Jusqu'à ce que le Gerald Ford arrive péniblement en Méditerranée, il n'y avait qu'un seul porte-avions avec 3 navires de soutien, et il restait à plus de 1000 milles des côtes, de peur de se faire exploser. Nous avons en fait appris pourquoi tout cela se faisait hier, ou peut-être avant-hier, lors de l'interview que Steve Witkoff a donnée à Lara Trump sur Fox News. Il disait « Pourquoi ces Iraniens ne capitulent-ils pas? Nous avons déployé toute cette force militaire. Il s'avère qu'il n'y avait aucun plan d'attaque. Et vous savez, j'ai manqué le signal. J'aurais dû en parler plus tôt. Mais il n'y aura pas d'attaque contre l'Iran tant qu'on ne verra pas les ambassades commencer à évacuer le personnel non essentiel et ou à fermer. Pour l'instant, cela ne s'est produit qu'au Liban. Mais Bagdad est toujours intact. Riyad en Arabie Saoudite, le Qatar, Doha et Dubaï aux Émirats Arabes Unis, aucun de ces lieux n'a été réduit. Donc il n'y a pas encore d'attaque imminente. La deuxième chose, c'est l'absence de NOTAM, ce qu'on appelle des avis aux missions aériennes. Cela ne se produit pas. Donc, c'était vraiment censé être une démonstration de force pour tenter de contraindre les Iraniens à céder, parce que les États-Unis ont fini par croire à leurs propres mensonges sur la situation en Iran. Ils croyaient vraiment que le gouvernement était sur un terrain très fragile, qui pouvait facilement être renversé, balayé. Et cela parce qu'ils se fiaient à des informations issues d'un sondage d'opinion financé par le gouvernement américain avec le soutien de la CIA. Bon, donc nous avons payé pour un mensonge que nous nous sommes racontés à nous-mêmes. Et ensuite, nous avons cru à nos propres mensonges. Mais la réalité est tout autre. Alors, jusqu'à présent, vous savez, nous avons déplacé tous ces moyens aériens. Mais voilà ce que je ne comprends pas. Oui, nous avons 30% de l'ensemble de la flotte de F-35 de l'armée de l'air. Il y a environ 21 escadrons. 7 de ces escadrons ont été déployés. Ils sont stationnés à la base aérienne Muwafaq Salti, en Jordanie, et à Prince Sultan. En Arabie Saoudite. Savez-vous, à vue de nez, quelle est la distance entre la base aérienne du Prince Sultan et Téhéran?
C'est environ 900 miles. Savez-vous quel est le rayon d'action en combat du F-35? Le rayon d'action en combat, c'est la distance que vous pouvez parcourir avant de devoir faire demi-tour et revenir. Et la réponse, c'est 300 000. 300 000 à l'aller, 300 000 au retour, soit un rayon d'action de 600 miles. Je ne suis pas un nain des maths, mais si je suis à la base du Prince Sultan et que je veux bombarder Téhéran, qui se trouve à 900 miles, et que mon avion ne peut aller que 300 000 dans cette direction, comment diable je parcours les 600 000 restants? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on nous sert un tas de foutaises du genre « Oh oui, on va y aller et neutraliser les défenses aériennes ennemies ». Comment allons-nous faire ça? Eh bien, normalement, on utilise un ravitailleur Perking pour faire le plein de ces avions. Tu vas me dire qu'on va envoyer un ravitailleur KC-135 au-dessus du territoire iranien, là où il dispose maintenant de systèmes de défense aérienne modernisés grâce aux Chinois et aux Russes? Oui, bien sûr. Tu prends quoi comme drogue? C'est pour ça que tu as vu Dan Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, faire en sorte que ses subordonnés fassent des fuites à la fois au Washington Post et au Wall Street Journal, en disant « Oh non, c'est très risqué, vous ne devriez probablement pas le faire, il y aura des pertes ». Tout ce qu'il fait, c'est se couvrir, parce qu'il sait que Trump va donner l'ordre quand même. Ensuite, il pourra dire « Je lui ai dit de ne pas le faire. Il ne m'a pas écouté. Vous voyez, j'étais clair. Je lui ai dit de ne pas le faire. » Il dit ça simplement parce qu'il sait qu'il ne peut pas arrêter Trump. Le USS Gerald Ford est censé être l'atout maître de cette guerre. Et maintenant, il semble qu'il ait un autre trou à colmater. Ses problèmes de plomberie. Mais ces rapports du Wall Street Journal indiquent aussi que les membres de l'équipage sont fatigués. J'ai parlé à enfin, je suis allé au Vietnam avec un groupe d'anciens combattants, dont le fils était dans la marine, pendant la montée en puissance de 2023, après le 7 octobre. Et ils m'ont dit qu'ils craignaient une riposte de l'Iran si le conflit prenait une dimension régionale. Qu'en pensez-vous? J'ai l'impression que la situation des États-Unis est plutôt mauvaise. Surtout que, comme Larry l'a dit, il y a des informations selon lesquelles Danny Haiphong essaierait de sauver sa propre peau. Les porte-avions sont très encombrants et la quantité de soutien nécessaire pour un seul groupe de combat, ces sous-marins, ces frégates et ainsi de suite, c'est une opération énorme. Ils ne peuvent pas rester en mer plus de quelques semaines sans activité et nous avons largement dépassé ce délai en ce moment. Personnellement, je pense que c'est une utilisation très irresponsable de l'armée américaine par l'administration Trump. Tu sais, de l'utiliser. Si en effet il s'agit d'une démonstration de force destinée à intimider les Iraniens pour les pousser à capituler. Et tout porte à croire que c'est bien le cas, surtout à la lumière des récents commentaires du promoteur immobilier peu recommandable de Long Island, qui se fait passer pour un diplomate, Steve Witkoff. Cela semble bien être le cas. Donc, si c'est le cas, c'est extrêmement irresponsable. Aucun président américain n'a jamais fait cela dans l'histoire. Déplacer un tel niveau de moyens militaires, aériens et navals, même si cela pourrait être un renfort naval plus important. Mais en l'état, c'est déjà significatif. Même si le but n'est que d'intimider les Iraniens pour les faire plier et accepter les conditions de reddition de Trump. Il n'y a aucun pendant diplomatique à cela, aucune cohérence en matière de politique étrangère. Je n'ai entendu aucune raison valable, aucune explication claire. Trump n'est même pas capable d'articuler un prétexte à tout cela. Il a changé d'avis 3 fois. D'abord, c'était le programme nucléaire qui soi-disant n'existait pas, puis il existait. Ensuite, c'était les manifestants pacifiques, puis les missiles. Et maintenant, on revient à la question nucléaire, à l'uranium enrichi. Il part dans tous les sens. Et Trump doit, s'il veut vraiment aller au bout de ses menaces, réussir un coup parfait, d'accord?
Il ne peut y avoir aucune victime américaine, aucun navire américain touché. Parce que si l'Iran riposte et que les États-Unis subissent des pertes, qu'il s'agisse d'avions, de bâtiments de la marine ou même de personnel, ou s'il y a de graves dommages à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, par exemple, alors c'est un prix que les États-Unis auront payé. Trump devra alors justifier pourquoi il a lancé une guerre de choix non provoquée contre les Iraniens. Il devra justifier cela auprès de beaucoup de monde, au moins la moitié de l'Amérique, certains membres du Congrès et peut-être la presse. Cela ne donnera tout simplement pas une bonne image, à moins qu'ils ne réussissent un coup parfait. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Peut-être qu'ils pourront mentir sur les résultats, et ainsi de suite. J'étais en Iran il y a 2 semaines, et ce que j'y ai compris est un point important. Les Iraniens n'ont pas peur des États-Unis. Ils sont prêts. Ils estiment que c'est le moment de tracer une ligne, et ils ne comptent pas se livrer à un échange symbolique de représailles. Du moins, c'est ce qui m'a été communiqué, ainsi qu'aux autres journalistes présents. Ils ne vont pas se laisser entraîner dans une sorte d'échange symbolique qui permettrait aux 2 camps d'y trouver leur compte. Cela n'arrivera pas. Je pense que cela change fondamentalement le calcul de l'administration Trump, car la manœuvre que Trump aime employer n'implique pas que quelqu'un riposte de manière significative contre les États-Unis. Et Israël subira également le poids de toute riposte iranienne. Il y a donc beaucoup de risques en jeu. Dans l'ensemble, il y a un énorme risque d'escalade pour les États-Unis, mais peu de bénéfices à en tirer. Il est très difficile de voir où se trouve l'avantage, où est le gain, comme on dit dans le monde des affaires. Ce n'est pas clair. Alors que se passe-t-il réellement ici? S'agit-il d'un acte de désespoir de la part du régime Netanyahou pour maintenir la stabilité en Israël parce qu'ils traversent eux aussi une crise existentielle? Je veux dire, je ne vois pas comment ça pourrait bien se terminer. Si Trump ne le fait pas, s'il ne le fait pas, et qu'ils font traîner ces négociations, dont les Iraniens ne se font aucune illusion qu'elles pourraient servir de prétexte à une attaque surprise des États-Unis et d'Israël, alors, que se passera-t-il? Ils ne se font aucune illusion. Ils s'y sont préparés. Mais ce que les États-Unis ne comprennent pas, c'est que le plus grand honneur dans la République islamique d'Iran est de mourir pour une juste cause. Ils ont donc de nombreuses personnes prêtes à se sacrifier pour combattre ce qu'elles considèrent comme la plus grave des injustices, incarnée par des pays comme les États-Unis et Israël. Je parle de la question palestinienne, mais plus précisément des menaces ouvertes contre un pays souverain, sans aucun fondement, sur la base de tous ces prétextes fabriqués et de ce que cela implique pour la communauté internationale et la stabilité mondiale. C'est cela qui est en jeu. Les Iraniens en sont conscients. Ils comprennent leur place dans l'histoire en ce moment, et ils ont aussi la capacité de se défendre avec des drones, des systèmes anti-aériens et bien sûr, des missiles. Ils possèdent une technologie de missiles qu'ils n'ont pas encore dévoilée. Je peux l'affirmer avec certitude. Il nous a été indiqué que les missiles hypersoniques lancés en juin dataient de 6 ans et qu'ils n'avaient pas encore révélé les 2 dernières générations de missiles hypersoniques. Cela inclut la capacité de changer de trajectoire et de frapper des cibles en mouvement. Voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été communiqué. Qu'est-ce que ça signifie pour les États-Unis, avec tous leurs atouts navals stationnés un peu partout? Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée pour les États-Unis de se livrer à ce genre de pari risqué, si l'on peut dire. Je peux imaginer le président appelant le secrétaire à la marine et disant « Pourquoi avez-vous envoyé le Gerald Ford en Méditerranée ?» Et lui de répondre « Eh bien, monsieur, vous m'avez dit d'envoyer un porte-avions. » Non, Craft, pas Crap, Craft. Dans quelle mesure tout cela,
d'après ce que vous savez, quand je repense à ce que Patrick vient de dire, cela me fait penser à une cible mouvante, qui pourrait très bien être un porte-avions, n'est-ce pas? Je sais que vous vous souvenez de 2025, vous en parlez tout le temps, et je me demande si vous pourriez nous parler de la crise à laquelle la marine américaine et l'armée américaine sont confrontées sur le front iranien. Vous vous souvenez peut-être qu'en février 2025, des porte-avions comme l'USS Roosevelt sont entrés en collision avec un navire marchand, sans raison, sans explication. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Puis, lors des bombardements au Yémen, un porte-avions a dû effectuer des manœuvres d'évitement, ce qui a conduit, je crois, non pas un, mais 2 Super Hornet F-18 à tomber dans l'océan. Alors, comment expliquer cette crise? Parce qu'elle semble être une crise fonctionnelle, une incapacité à réellement opérer. Nous restons enfermés dans le XXe siècle et refusons de comprendre que nous sommes au XXIe siècle. Examinons donc quelques-uns des changements technologiques. Tout d'abord, je tiens à souligner que les Chinois auraient fourni et déployé en Iran un radar décrit comme un radar 3D, capable de détecter les avions furtifs. D'après son emplacement, il peut voir à environ 420 miles. Supposons qu'on le place à 100 milles de la côte. Il observerait alors jusqu'à 320 milles au-delà de la frontière occidentale de l'Iran. Il verrait tous ces F-35 arriver bien à l'avance et serait capable de les cibler. La même logique s'applique s'il est installé sur la côte sud. Il détecterait un navire approchant à moins de 300 miles. Fait intéressant, les États-Unis maintiendraient apparemment le groupe aéronaval du porte-avions Lincoln à environ 1000 miles au large, par crainte des missiles hypersoniques. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la fin d'un système d'armes. Le porte-avions était un excellent système d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale, car à cette époque, nous n'avions pas la possibilité de ravitailler les avions en vol. La seule façon de déplacer ces appareils d'un point à un autre était soit de les faire sauter d'île en île, soit de les embarquer sur un navire et de les faire décoller depuis celui-ci. Mais aujourd'hui, avec l'apparition des missiles hypersoniques que possèdent les Chinois, les Iraniens et les Russes, mais pas les États-Unis, ces derniers n'ont pas réussi à développer cette technologie. Ce n'est pas seulement qu'ils volent à plus de Mach 6, mais qu'ils sont aussi manœuvrables. Les États-Unis ont échoué à atteindre cet objectif. Cela a rendu les porte-avions complètement obsolètes. Ce ne sont plus que de grandes cibles faciles, rien de plus. Et regardons simplement, d'un point de vue tactique, comment ils seraient utilisés. Comment comptaient-ils les utiliser? Eh bien, si le Gerald Ford se trouve en Méditerranée, il ne peut pas être utilisé pour attaquer des cibles en Iran. Désolé. Tout ce qu'il peut faire, c'est tenter d'assurer la défense aérienne contre les missiles et drones entrants. Mais l'Abraham Lincoln dispose d'un contingent de missiles de croisière Tomahawk répartis parmi les destroyers de sa flotte d'escorte. Bon, désolé de transformer ça en cours de maths, mais vous savez, salut, Danny iPhone, les maths à l'ère moderne. Si vous êtes à 1000 milles des côtes et que vous avez des missiles de croisière Tomahawk dont la portée maximale est de 1000 miles, combien de dégâts pouvez-vous infliger en Iran? Peu, voire aucun. Cela signifie donc qu'il faut rapprocher ces navires des côtes. Et puis, une fois qu'ils sont plus près du rivage, on peut étendre la portée. Mais au maximum, ils peuvent vraiment aller, disons, à environ 1500 km à l'intérieur des terres. Et cela ne permet même pas d'atteindre Téhéran depuis la côte sud. Donc, toutes les cibles principales, à la fois nucléaires et de missiles balistiques, ne se trouvent pas dans les zones côtières. Elles sont à l'intérieur du pays, vraiment au-delà de la portée de tous ces systèmes d'armes que nous avons envoyés. Alors, est-ce que ça te semble être une opération planifiée? Non, non, non. Ça me rappelle cette scène du film Léon,
avec Jean Reno et Gary Oldman. Gary Oldman joue un flic corrompu et ses hommes se font tous descendre par Jean Reno, le tueur professionnel. Et il sort en disant « Appelle le poste. Qui est-ce qu'on fait venir ?» Tout le monde, crie-t-il. Amenez-les tous. C'est la stratégie de Trump. Mobiliser tous les moyens aériens dont nous disposons. Comment allons-nous les utiliser? Oh, on verra bien une fois sur place. Comme je l'ai dit, expliquez-moi comment on emploie un F-35 pour attaquer une cible située à 900 000 à l'intérieur des terres, ou disons 400 000 à l'intérieur de l'Iran, quand la base aérienne la plus proche se trouve à 900 miles. Donnez-moi une explication. Présentez-moi le plan de cette opération. C'est impossible. Patrick, si ce n'est pas possible, il semble alors que les États-Unis devront compter sur leurs atouts dans la région, qui sont eux aussi assez précaires et j'imagine très exposés. Quelle est ta réaction à ce que Larry vient de dire? Eh bien, en dehors de ce que Larry a dit concernant cet aspect des choses, l'autre élément, c'est l'espace aérien disponible. Or, l'Arabie saoudite et la Jordanie ont même déclaré qu'elles n'autoriseraient pas l'utilisation de leur espace aérien pour une attaque contre l'Iran. Je ne suis pas sûr d'y croire, mais enfin, c'est ce qu'elles ont dit. Et l'Irak est aussi un facteur X dans cette affaire. Les États-Unis exercent actuellement une forte pression sur l'Irak, en s'ingérant dans son système politique, afin d'empêcher le retour de Nouri al-Maliki au poste de Premier ministre, c'est un ancien dirigeant irakien, et son retour sur la scène politique. La raison, c'est que la question de l'espace aérien irakien est très importante. Et cela inclut techniquement le Kurdistan irakien, qui a déjà été utilisé comme base de lancement pour des attaques contre l'Iran lors de frappes précédentes menées par Israël et les États-Unis. C'est pour cela que c'est important, parce que si les États-Unis s'engagent dans cette voie et que l'Iran réagit, il ne s'agira pas simplement d'un face-à-face entre ces deux pays, ni même de trois si l'on inclut Israël. Ce sera une guerre régionale. Elle impliquerait probablement Israël et les États-Unis, qui devraient alors utiliser l'Azerbaïdjan. Je ne suis pas sûr non plus de la position de la Turquie sur cette question. Donc vous voyez, certaines de ces voies pourraient devenir des vecteurs potentiels d'attaque. Il n'est pas certain qu'ils soient aussi puissants qu'autrefois, et il y a aussi des répercussions politiques. Donc on parle de 5, 6, 7, 8, voire davantage de pays si cette situation s'étend et s'intensifie avec le temps. Et là, les États-Unis se retrouvent face à un énorme dilemme. Sont-ils prêts à s'impliquer dans un tel conflit? Vont-ils simplement se retirer ou bien se contenter de frappes à distance avec des missiles de croisière lancés depuis des sous-marins, des missiles Tomahawk ou autres? Je veux dire, est-ce cela le plan des États-Unis? Parce que cela pourrait fonctionner, mais seulement dans une certaine mesure. Cela ne va pas aboutir à un changement de régime. Le changement de régime est impossible. Je dis bien impossible. Ce n'est pas que ce soit improbable, ni que ce serait difficile. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la République islamique d'Iran, ainsi que le soutien au gouvernement et au guide suprême, représentent l'immense majorité du pays. Donc, toute attaque contre le pays ne fera que le galvaniser. Je le sais moi-même car j'étais à la marche de la fête nationale et elle a connu la plus grande affluence dont quiconque se souvienne, parce que l'Iran était menacé. Les Iraniens réagissent avec solidarité et unité menacée. C'est un simple fait. Donc, si les États-Unis décident d'intensifier la situation, c'est pas qu'ils vont parvenir à un changement de régime ou à affaiblir le régime. Ils vont, au contraire, renforcer la détermination et la solidarité du peuple iranien et, par conséquent, renforcer le régime. C'est le résultat qui se produira. Il n'y a absolument aucune chance de changement de régime. Aucune chance.
Ce qu'ils vont faire, c'est créer une résilience bien plus forte. Et vous savez, les Iraniens sont très fiers de leur gouvernement. Ils sont très fiers de ce qu'ils ont accompli, même face aux sanctions, même face à toutes les attaques d'Israël et des États-Unis, et aux assassinats de leurs généraux et de leurs scientifiques nucléaires. Ils ne vont pas tout abandonner à cause de quelques menaces, ou même de certaines attaques contre les infrastructures, ou vous savez, de l'assassinat de leurs plus hauts dirigeants politiques. Ils ne vont pas renoncer à la révolution. C'est une république. C'est un gouvernement révolutionnaire. C'est dans le nom, la République islamique d'Iran. Chaque poste est démocratiquement élu dans l'ensemble du système, du niveau national jusqu'au niveau local. Et même le guide suprême est un conseil spécial. Mais mettons ça de côté, hein, lady. Je ne pense vraiment pas que quiconque à Washington comprenne ou ait même lu le résumé de base sur l'Iran, car je les écoute tout le temps. Et je n'ai encore rien entendu de la part de qui que ce soit à Washington qui ressemble, même de loin, à la réalité iranienne, en ce qui concerne le fonctionnement de leur économie politique. Je ne l'ai toujours pas entendu. C'est donc un niveau d'ignorance très élevé, et ils baignent tous dans leur propre propagande. Ils ne se rendent pas compte que l'Iran est prêt à se sacrifier pour préserver sa souveraineté, tandis que les États-Unis ne sont même pas disposés à sacrifier un seul soldat à cause du coût politique que cela entraînerait pour l'administration Trump, ni un seul navire de guerre, ni un seul porte-avions face à l'Iran. Nous verrons donc ce que Trump fera, mais il ne semble pas qu'il ait une stratégie cohérente. Il compte vraiment sur la capitulation des Iraniens. Et je suis d'accord avec la déclaration d'ouverture de Larry. Plus les données s'accumulent, plus il semble que ce soit bien cela, la stratégie. Il est difficile de le nier maintenant. Alors, où allons-nous à partir de là? Va-t-on assister à un geste désespéré pour sauver la face? À une sorte de projet de vanité pour sauver la face de Lindsey, pour sauver le front pâle, huileux et en sueur de Lindsey Graham? Est-ce là que cette situation va nous mener? Je n'en sais rien. Quel âge avez-vous, si vous me mettez la question? Qui, moi? Danny, je sais comment ça fonctionne. D'accord. Donc tu n'avais que 10 ans quand le 11 septembre est arrivé. Et tu te souviens peut-être ou non du genre de fracture politique qui existait aux États-Unis avant cette attaque. Je ne vais pas entrer dans le débat sur qui l'a réellement commise. Laissons ça de côté. L'effet, aux États-Unis, a été de faire tomber ces divisions. Pendant un bref moment, le pays était uni jusqu'à ce que George W. Bush trouve un moyen de tout gâcher. La même chose s'est produite en Iran en juin dernier. Tu te souviens du professeur Morandi avec qui tu as déjà parlé? Let's take Professor Morandi, who you've talked to before. He fought in that war Il a combattu lors de cette guerre, la dernière fois que l'Iran a été attaqué et confronté à une menace extérieure qu'il a dû affronter. C'était de 1980 à 1989, avec Saddam Hussein soutenu par les États-Unis. Cette expérience de guerre a galvanisé cette génération d'Iraniens. Eh bien, jusqu'en juin dernier, si vous aviez 50 ans, vous n'aviez vraiment aucun souvenir de cette période. Vous savez, c'est comme écouter votre grand-père raconter des histoires de guerre. Puis le 13 juin, tout à coup, il y a eu une attaque surprise venue de nulle part. Le meurtre d'hommes, de femmes et d'enfants par Israël avec l'aide des États-Unis, puis les États-Unis participant à d'autres attaques. Cela a eu le même effet en Iran. C'est exactement ce dont Patrick parlait. Et tout à coup, ils se sont rassemblés d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Vous savez, j'ai eu une confirmation, c'est une preuve anecdotique, mais je pense que c'est une preuve anecdotique solide, de la part de Nima Al-Kashid. Nima vient juste de rentrer après 12 ans d'absence. Il n'était pas retourné en Iran depuis 12 ans. Il y a passé environ 1 mois et demi et il a été stupéfait.
de manière positive, par l'unité, la façon dont ils se sont rassemblés. Exactement ce que Patrick disait. Donc Patrick n'est pas un instrument de l'ayatollah. Il n'est pas payé pour flatter. Il fait un reportage honnête et de qualité. C'est exemplaire. Reporting as this is Hallmark.